Merci Christophe Bonduel. Eh bien, on va commencer tout de suite dans les interventions avec, j'appelle Nicolas Brica, qui est socio-économiste de l'alimentation à la chaire de l'UNESCO Alimentation du Monde. Et le thème de son intervention, quels enjeux pour le végétal dans des systèmes alimentaires durables? Bonjour, merci à Laurence de Pezet de m'avoir proposé de venir à cette conférence. Moi, je suis chercheur au CIRAD à Montpellier sur les questions de changement de comportement alimentaire dans les pays africains, asiatiques et latino-américains, plus particulièrement, mais m'intéressant aussi aux questions en France désormais. Et puis directeur de la chaire UNESCO. La chaire UNESCO, en deux mots, c'est un programme de recherche sur les questions de systèmes alimentaires urbains durables, sur le rôle du territoire dans les préférences des consommateurs, et puis sur la question de la restauration collective, on pourrait dire durable. Programme de recherche, programme de formation, donc on soutient un master spécialisé sur les questions d'alimentation durable à Montpellier, en Bac+6, et puis une importante activité de dialogue sciences-société, l'idée étant de faire dialoguer à la fois les disciplines scientifiques qui s'intéressent à l'alimentation entre elles, et puis de faire dialoguer le monde de la recherche avec les acteurs des systèmes alimentaires, en particulier les politiques, les entreprises et les ONG. Voilà, en quelques mots, ce qu'on essaie de faire. Alors, mon propos est de revenir un peu sur la dimension historique de la question du végétal. Mon collègue Benoît d'Aviron utilise une formule qui me plaît beaucoup, qui est de montrer qu'avant le 19e siècle, on était dans un système de production qu'on peut appeler solaire, et puis on est passé, à partir du 19e et surtout durant le 20e, dans un système de production qu'on peut appeler minier. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi. D'abord, la première chose qu'il faut avoir en tête, c'est que l'agriculture, avant le 19e siècle, elle a toujours eu trois finalités. Produire des aliments, produire de l'énergie et produire des matériaux. C'est à partir du 19e siècle, à partir du moment où on va aller recourir à des énergies fossiles et des ressources fertilisantes fossiles, que l'agriculture va devenir spécialisée uniquement, presque uniquement sur l'alimentation. Donc à l'époque, cette triple finalité, elle se fait dans un système où la fertilisation se fait par transfert de biomasse. Soit c'est du transfert des montagnes vers les plaines, le Nil, autour de la ville d'Angkor, si vous avez déjà entendu parler de cette ville qui a atteint 1 million d'habitants entre le XIIIe et le XVIe siècle. Nourrir 1 million de personnes qui ne produisent pas leur nourriture, ça supposait un système de production agricole extraordinairement performant par transfert de fertilisation depuis les montagnes, l'inondation des terres, le dépôt des alluvions et du coup l'enrichissement des sels et du coup de bon rendement à l'époque pour arriver à dégager des excédents supplémentaires. Le Nil, c'est pareil. Mais c'est aussi le transfert par les animaux. C'est les animaux qui pâturent et c'est les animaux qui vont enrichir vos sols. Et puis, c'est également tous les systèmes de recyclage. La Chine a atteint de fortes performances pour nourrir ses villes par du transfert des excréments humains qui s'accumulaient dans les villes et qui repartaient systématiquement dans les campagnes. Le grand exemple qu'on connaît, c'est Shanghai, qui a été très documenté dans les années 10, au début du siècle, au début du 20e, où on découvre qu'on a un incroyable système de recyclage des excréments humains. Et puis, à partir de la fin du 19e et puis du 20e, on découvre deux sources d'énergie minière, le charbon d'abord, puis le pétrole, avec quand même des conséquences importantes. La première, c'est que le transport n'a plus besoin d'animaux pour se réaliser, il va pouvoir se réaliser grâce à la machine, et donc grâce à l'énergie fossile, et dégager l'agriculture de sa fonction de produire de l'énergie pour le transport, de l'énergie pour la mécanisation. Et puis, la deuxième chose, c'est inventé par ces deux messieurs qui devraient avoir une très très grande importance dans nos mémoires, messieurs Haber et Bosch, qui inventent le procédé qui consiste à capter l'azote de l'air et à le transformer en urée, en engrais chimiques, grâce essentiellement à de l'énergie. Il faut énormément d'énergie pour arriver à réaliser ce procédé. Et ça permet du coup de dégager
l'agriculture de sa fonction de reproduire sa fertilité, puisqu'on peut aller chercher la fertilité dont on a besoin, en particulier l'azote et le phosphore, dans les mines. Dans les mines de pétrole pour faire de l'azote, de l'engrais azoté, et dans les mines de phosphore de Chine et d'Afrique de l'Ouest pour le phosphore. Avec, vous l'avez déjà peut-être compris, probablement un problème, c'est que si on est basé sur un système minier, quand la mine s'épuise, il faut trouver autre chose. Et c'est quand même un des enjeux, me semble-t-il, importants à avoir en tête quand on va discuter de l'avenir de la production végétale. Le résultat, il est très clair. Une augmentation fantastique de la production alimentaire par habitant. Ça veut dire que Haber et Bosch ont démenti Malthus, cet économiste, qui disait que la production agricole suivait une augmentation linéaire alors que la population suivait une augmentation exponentielle et qu'on allait donc avoir un grave problème puisque la population augmenterait plus vite que la production. Résultat des courses, grâce à l'usage des ressources minières, on a réussi, la Terre a réussi, la planète a réussi à faire augmenter la production alimentaire plus rapidement que la population, puisque là, c'est l'augmentation de la production alimentaire par habitant. Vous le voyez, dans tous les pays du monde, il y a deux choses à regarder. D'abord, ça monte partout. Et la deuxième chose, c'est qu'on est aujourd'hui dans une production énergétique moyenne largement, très largement supérieure à nos besoins. On n'est absolument pas en situation de risque de pénurie, on est au contraire dans une situation où on continue chaque année de produire de plus en plus d'excédents par rapport à nos besoins nutritionnels, en tout cas nos besoins énergétiques, y compris dans des continents qui ont connu jusque dans les années 80-90 des situations de forte tension sur l'équilibre entre l'offre et la demande. C'était le cas de l'Asie et c'était le cas de l'Afrique, qui sont en train de sortir de ces situations dans lesquelles le problème est de moins en moins de produire suffisamment. Comment on a fait pour écouler de tels excédents de production végétale ? On a promu la consommation de produits animaux et on a facilité par la réduction du coût des produits animaux qu'on a réussi à obtenir grâce à ce système, on a encouragé la production, la consommation de produits animaux, la tendance relativement universelle des mangeurs, dès qu'ils ont un peu de pouvoir d'achat, dès qu'ils ont de l'aisance économique, de consommer davantage de produits animaux. Voilà l'évolution de la disponibilité en viande aujourd'hui, ce qui vous montre qu'on a eu effectivement une forte augmentation de la disponibilité en viande. Alors, c'est ce que je viens de dire, une préférence généralisée, sauf dans certains pays, c'est le cas de l'Inde. Estelle Fourade vient de soutenir une thèse très intéressante qui montre qu'en Inde, plus on est riche, moins on consomme de viande. Ce qui est complètement contraire à ce qu'on connaît dans les autres pays du monde. Et on reste avec des niveaux de consommation de viande extrêmement faibles par rapport, par exemple, aux autres pays asiatiques. Donc, une préférence quasi généralisée qui, dès que le pouvoir d'achat le permet, va s'exprimer par une augmentation de la consommation, mais qui a été du coup permise par la réduction extraordinaire du coût de la viande. Quand on regarde le coût relatif des produits animaux par rapport aux produits végétaux, eh ben, en fait, ce coût est beaucoup plus intéressant aujourd'hui qu'il ne l'était autrefois. Et puis, ne l'oublions pas, dans un certain nombre de pays, une forte promotion de la consommation de viande. Je vous ai mis 3 exemples de publicité aux États-Unis et puis d'images sur la promotion des produits laitiers qu'on a eu en Europe, mais qui ont été un moyen aussi d'encourager ce développement d'un nouveau débouché pour la production végétale qui était la production animale. Alors, qu'en est-il pour les légumineuses ? Eh bien, vous avez sans doute tous vu ces courbes qui circulent depuis le début de cette année internationale des légumineuses. Eh bien, de fait, plutôt une tendance à la réduction de la consommation apparente des légumineuses, pratiquement dans tous les pays. Dans certains, comme l'Amérique du Nord, on est à des niveaux bas, mais on est un peu remonté depuis la fin des années 80. Mais donc plutôt une tendance à un maintien relativement bas ou une tendance décroissante à la consommation de légumineuses, qui s'explique d'abord par le fait que dans la recherche agronomique, à partir des années 60, le gros de l'investissement en recherche agronomique a d'abord été consacré à la production de calories et à la production en particulier de céréales. Voilà l'évolution du rendement moyen mondial en bleu
des céréales et celui des légumineuses à côté. L'exemple le plus documenté de cette situation, c'est l'Inde, justement. L'Inde, dans laquelle la révolution verte a fortement permis d'accroître les rendements et la production de céréales, et un relatif délaissement, que ce soit dans la recherche ou dans l'effort politique, vis-à-vis des légumineuses. C'est une situation très emblématique, très documentée par des gens comme Bruno Dorin, par exemple, qui a beaucoup travaillé cette question, mais qu'on va retrouver à peu près partout dans le reste du monde. On a peu investi dans ces produits-là. Alors, demain, que peut-il se passer avec ce qu'on nous annonce, qui s'appelle la bioéconomie ? Cette idée que, en fait, l'agriculture, la production végétale d'abord, va pouvoir être réinvestie pour les 3 anciennes finalités qu'elle a connues avant le 19e siècle. Finalement, on aura eu une extraordinaire parenthèse entre la fin du 19e et le début du 21e, qui a été ce qu'on a appelé l'agroalimentaire, dans lequel la production agricole était d'abord et avant tout destinée à l'alimentation. Alors vous avez vu les courbes tout à l'heure, hein, je vous ai parlé du fait qu'on produit trop. N'oublions pas une chose, c'est qu'aujourd'hui, à l'échelle planétaire, on produit largement plus que nos besoins et que, grosso modo, un petit tiers de cette production est gaspillé. Beaucoup plus dans les pays industrialisés. Donc aujourd'hui, on appelle éventuellement la production agricole à pouvoir refournir autre chose que de l'alimentation. C'est bien évidemment de reproduire de l'énergie. Les agrocarburants en sont le témoin et on voit bien que beaucoup de pays investissent dans cette possibilité de produire à partir de la biomasse des agrocarburants, avec beaucoup de recherches sur la possibilité de le faire en 2e génération, c'est-à-dire pas uniquement avec du grain, de l'amidon ou avec de l'huile, mais avec l'ensemble de la plante. Donc production d'énergie et puis potentiellement production de matériaux, le réintérêt pour les pailles comme isolant, la possibilité de réduire l'usage des isolants dans le bâtiment et l'usage du ciment dans le bâtiment et de réinvestir l'usage de la biomasse comme support de matériaux. Donc à nouveau, un possible retour aux 3 finalités de l'agriculture, ce qui veut dire potentiellement plus de concurrence. Et c'est ça qui inquiète un certain nombre d'observateurs, c'est de se demander, avec une croissance démographique qui va se poursuivre, on en attend 9-10 milliards en 2050 d'habitants sur la Terre, avec un accroissement de la demande en énergie, avec potentiellement un accroissement de la demande en matériaux, est-ce qu'on va pouvoir tenir ? Est-ce qu'on va pouvoir avoir des systèmes suffisamment performants, d'autant plus s'il faut se séparer de l'usage des ressources minières qui ont permis cette explosion de la production agricole. C'est-à-dire, est-ce que demain, sans pétrole et sans phosphate minier, est-ce qu'on est capable de nourrir tout le monde, de fournir l'énergie dont on a besoin si le pétrole vient véritablement à manquer, et en plus de ça, de réinvestir dans les matériaux, puisque si on n'a plus l'énergie fossile, on aura aussi du mal à conserver les mêmes matériaux qu'on a utilisés pendant le XXe siècle. Il nous semble qu'il y a sans doute 2 phases qui risquent de s'opérer si effectivement cette tension s'accroît dans le futur. La première, c'est l'optimisation du système. Le système est peu optimal et peu performant du point de vue en particulier de l'azote. Beaucoup de pertes en ligne, beaucoup de pollution azotée, que ce soit par lessivage dans les sols, que ce soit par émission de protoxyde d'azote, N2O, un des 3 gaz fortement contributeurs à l'effet de serre, 310 fois plus qu'une molécule de CO2, mais qui est très lié à la gestion de la fertilité organique des sols. Deuxième phase, éventuellement, après une capacité d'optimiser le système, de réduire les pertes, de réduire le gaspillage, d'améliorer le rendement énergétique de l'agriculture, qui n'est pas très performant aujourd'hui, c'est alors à ce moment-là de s'attaquer à l'évolution de la consommation. Elle s'amorce, cette évolution de la consommation par réduction de la consommation de produits animaux, elle s'amorce dans les pays les plus riches, les plus industrialisés et qui ont connu une forte augmentation de leur consommation de produits animaux déjà depuis le XXe siècle. Mais le reste du monde, qui découvre aujourd'hui les produits animaux avec délices et avec une forte augmentation de la pouvoir d'achat, on voit mal comment on pourrait arriver à ralentir cette évolution rapide. En témoigne ce qui s'est passé en Chine, où la Chine, grosso modo en 20 ans,
a parcouru la trajectoire que l'Europe a parcourue en une centaine d'années en matière d'évolution de sa consommation de produits animaux. Donc sans doute, demain, de nouvelles équations avec d'abord, il me semble-t-il, une capacité d'optimiser le système pour le faire durer le plus longtemps, c'est souvent la tendance, puis ensuite de commencer à basculer vers un système dans lequel le végétal reprendrait plus d'importance. Du coup, beaucoup d'intérêt pour la question des légumineuses. Et je voudrais juste mettre un bémol sur tout ce que je viens de dire pour que vous n'utilisiez pas ce raisonnement très macro-économique ou très longue période où je raisonne en termes de calories, de protéines, pour qu'on applique ce raisonnement à la question de savoir comment encourager la consommation de légumineuses. Personnellement, je ne consomme pas de protéines. Je consomme de la viande, je consomme des haricots secs, souvent d'ailleurs avec de la viande, vous l'aurez remarqué, que ce soit dans le cassoulet ou le chili. Mais ça veut dire que mon raisonnement en tant que mangeur n'est pas un raisonnement qui correspond à celui que je viens de vous dresser à l'échelle planétaire. Or, il me semble que parfois il y a un peu de confusion où on commence à parler au mangeur en lui expliquant qu'il pourrait remplacer ses protéines animales par des protéines végétales. Mais le mangeur ne raisonne pas comme ça, il ne mange pas de protéines, le mangeur. C'est le nutritionniste qui analyse ça comme cela, ou c'est le macroéconomiste sur longue période qui analyse ça comme un problème de protéines. Mais c'est ça qui me semble important, c'est de se dire que si on s'intéresse aux légumineuses, on s'intéresse à des aliments. Et des aliments, ce n'est pas que des nutriments. C'est des aliments avec tout ce qu'ils sont porteurs de symboles, de culture, de goût, de plaisir, de lien social et effectivement aussi d'apport nutritionnel. Mais aujourd'hui, dans les pays occidentaux qui commencent à amorcer une diminution de la consommation de produits animaux, la question n'est pas de savoir s'ils risquent de manquer de protéines. On n'en est pas là. Quand on est à 5 ou 6 fois par semaine de consommation de viande, quand on est à plus d'une fois par jour de consommation de produits laitiers, on n'a pas un problème de carence ou de risque de carence en protéines. Donc, séparer la discussion de la consommation de protéines, de la consommation de légumineuses, de la discussion que je viens de vous proposer sur une vision longue période. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer qu'une diminution de la consommation par habitant ou de la consommation générale de produits animaux au profit de produits végétaux va régler les problèmes de durabilité de nos systèmes de production agricole et alimentaire? Il me semble qu'en partie, oui, ça peut y contribuer, mais qu'on est très loin du compte si on ne s'interroge pas sur la façon dont on va produire, bien sûr, ces légumineuses. Et donc, je voudrais vous rappeler un certain nombre de points qui permettent de définir qu'est-ce que ça veut dire un système alimentaire durable aujourd'hui. Le premier, c'est ce par quoi j'ai commencé tout à l'heure, c'est la question des modes de production et notamment de l'usage des ressources. Est-ce qu'on va durablement pouvoir continuer d'utiliser des ressources minières pour entretenir un système de production agricole ? Non, probablement pas. Il va falloir repenser à un recyclage complet des nutriments, ce qui veut dire réinventer un autre système de production agricole avec l'objectif qui reste aussi performant en termes de rendement et en plus performant en termes de fuite et d'éviter le gaspillage et d'éviter les pertes. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous savez que notre système de production agricole aujourd'hui est très prédateur de biodiversité, réduit très fortement la diversité des matières premières. On a absolument besoin de garder cette diversité face à un enjeu de changement climatique dans lequel les conditions environnementales de production vont rendre nécessaire d'aller piocher dans les réservoirs de biodiversité pour trouver des solutions aux problèmes auxquels on sera confronté demain. Deuxième grand type de problème, c'est la question de la sécurité alimentaire. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui sur la planète, on produit grosso modo un petit tiers de plus que ce dont on a besoin nutritionnellement, mais ça n'empêche pas qu'on a 800 millions de personnes qui souffrent de la faim, qui n'arrivent pas à avoir un revenu suffisant ou accès à des terres suffisamment grandes pour pouvoir produire de quoi se nourrir correctement, et que même si à l'échelle mondiale, on constate une réduction des disparités entre pays. On constate dans tous les pays du monde une extraordinaire augmentation des disparités internes.
Je vous rappelle qu'il y a 2 millions de personnes en France qui déclarent ne pas manger suffisamment, alors que la France est exportatrice de produits agricoles. On a aujourd'hui un problème qui devient à la fois généralisé. La question de la malnutrition, elle se généralise, y compris la question des malnutritions par carence. Donc, comment ce système peut-il créer de l'emploi? Comment peut-il permettre de garder des coûts raisonnables pour permettre à tout le monde de se nourrir correctement? Et ça veut dire qu'il faut qu'on interroge nos systèmes économiques. Aujourd'hui, sur les continents qui m'intéressent plus, sur l'Afrique, sur l'Asie ou sur l'Amérique latine, l'enjeu majeur, c'est l'emploi. La croissance démographique en Afrique, c'est la nécessité de créer 30 000 emplois par million d'habitants chaque année. Ça veut dire, pour un pays de 10 millions d'habitants d'Afrique de l'Ouest, c'est 300 000 emplois par an. Les programmes de lutte contre la pauvreté vous proposent 10 000, 15 000 emplois. On est loin du compte. On a un vrai problème de créer de l'emploi. Sinon, c'est quoi? C'est l'accumulation d'une population jeune qui n'a pas de perspective en ville et qui, au moindre pépin, casse tout et fait ce qu'on a connu dans les années 2008 et 2011, que sont les émeutes de la faim, les printemps arabes, etc. Donc on a besoin d'avoir des systèmes de production, notamment agricoles et alimentaires, qui sont les principales sources de création d'emplois dans les pays qui ont le plus de transition démographique encore en cours, besoin de créer des millions et des millions d'emplois. C'est un enjeu considérable pour les systèmes alimentaires. Des systèmes qui entretiennent de la cohésion sociale, qui respectent la diversité. Vous voyez à quel point, aujourd'hui, la diffusion d'un certain nombre de modèles mondiaux, d'un certain nombre de très grandes entreprises agroalimentaires, crée des tendances à une certaine uniformisation pour certains produits, bien sûr beaucoup de réactions des cuisines locales, mais en même temps des crispations identitaires aujourd'hui et un refus de cette mondialisation de la nourriture étant éminemment un produit culturel qui fonde votre identité. Et puis d'une façon plus générale, notre système alimentaire s'est traduit par une forte distanciation des rapports des mangeurs à leur alimentation. L'aliment vient de plus en plus loin. Il y a de plus en plus d'intermédiaires entre le producteur et le consommateur. Le consommateur ne sait plus comment on produit, comment on transforme. Il ne sait plus ce qu'il y a dans son assiette. La capacité de contrôler l'évolution de ce système lui échappe en tant que mangeur. Ça se gère à Bruxelles, ça se gère à l'OMC, ça se gère dans des endroits sur lesquels le consommateur sent qu'il n'a plus aucune prise. Et ces multiples distanciations géographiques, économiques, cognitives, politiques créent un sentiment de déprise, un sentiment d'anxiété. On n'a jamais eu une alimentation d'aussi bonne qualité nutritionnelle et sanitaire, n'empêche qu'il y a une suspicion généralisée. Ce n'est pas qu'en France, c'est absolument dans toutes les villes du monde le même problème, d'une défiance généralisée dans le système et du coup d'une recherche de retrouver des capacités de prise, de contrôle, de maîtrise du système alimentaire qu'est ce recours à la proximité, les circuits courts qui ne règlent aucun problème globaux. On ne va pas arriver à nourrir les villes uniquement avec les périphéries urbaines, il ne faut pas rêver. On a des villes beaucoup trop grosses aujourd'hui pour être capable de les alimenter uniquement à partir des périphéries. Mais ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à reconstituer des capacités de reprise de confiance dans le système, d'apaisement, ou alors de trouver des moyens d'arriver à vivre avec ça. Et ça, c'est un des enjeux de la discussion. Voilà rapidement brosser quelques éléments introductifs au débat sur le rôle du végétal dans notre alimentation. Je vous remercie. Oui, on va peut-être vous poser quelques questions. Merci Nicolas Bricat pour ce premier regard du socio-économiste que vous êtes, qui nous ouvre effectivement un champ de réflexion assez conséquent. Donc, je vais passer peut-être la parole. On a quelques questions ici, madame. Merci de vous présenter avant de poser votre question. Daniel Gadot, Parus. Donc, je voulais vous poser... J'ai beaucoup aimé garder des emplois. Or, la technique, la machine, les nouvelles technologies supprime énormément d'emplois. Et donc, en connaissant beaucoup d'agriculteurs, ils souhaitent mettre les légumineuses en rotation, mais ne pas les déboucher. Donc, compte tenu de la technique, des nouvelles technologies, du manque de rotation, comment comptez-vous avancer ?
moi, je suis pas sûr que je puisse faire avancer moi-même, mais il me semble qu'il y a un lien à faire entre la question de l'emploi et du travail et la question de l'agroécologie et la question de la réduction de l'usage des ressources fossiles pour maintenir le système. La question est de savoir, est-ce que l'aide aujourd'hui qu'on fournit à l'agriculture pour se maintenir dans le système dans lequel elle est, est-ce que cette aide, elle peut en partie être reconvertie dans une aide à l'emploi ? C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, la politique agricole commune peut utiliser une partie des ressources aujourd'hui qu'elle mobilise pour favoriser de la création d'emplois en milieu rural et dans le milieu agricole ? Parce qu'on sait que les systèmes de production agricole qui réduiront la part des énergies non renouvelables auront besoin de main-d'œuvre. Et que donc il y a une vraie, à mon avis, une vraie équation à réfléchir. On ne peut pas réfléchir à la question de l'agroécologie au sens une production agricole faiblement consommatrice d'énergie non renouvelable sans discuter de la question de l'emploi et de la main-d'œuvre qui va, me semble-t-il, complètement avec. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel, à mon avis, il faut se mettre à pouvoir discuter à Bruxelles au niveau de la politique agricole commune. On milite actuellement avec un réseau international de chercheurs, notamment avec Olivier de Scutter, qui était l'ancien rapporteur spécial des Nations Unies pour le droit à l'alimentation, sur la création d'une politique alimentaire européenne qui permette de poser ces questions-là plus qu'on arrive à le faire dans la politique agricole commune. C'est un vaste chantier, ça va prendre des années, mais il me semble que là, il y a aujourd'hui un certain nombre d'acteurs qui commencent à réaliser qu'on ne peut pas... On va essayer de faire durer ce système le plus longtemps possible parce qu'aujourd'hui, on n'a pas véritablement la capacité de basculer dans un autre système, mais qu'il faut quand même commencer à préparer cette mutation-là et que de ce point de vue-là, il va falloir repenser la question de l'emploi, la question des ressources minières en même temps. Vaste chantier. Une autre question. Alors, on a monsieur ou madame. Monsieur, allez. Oui, Claude Foulon, application végétale. Comme vous avez une vision globale un peu sur la problématique nutritionnelle et agricole, je voudrais avoir votre avis en ce qui concerne les sols. Parce qu'on a cette fameuse biomasse, mise à part l'énergie tant convoitée, il y a aussi on a très peu de connaissances sur les bactéries et tout le fonctionnement d'un sol. Donc je voudrais avoir votre avis là-dessus. Est-ce qu'on va pouvoir commencer à s'occuper très sérieusement de cette problématique ? Je ne suis pas du tout un spécialiste des sols pour pouvoir vous répondre de façon éclairée. Il faudrait vraiment poser la question. Mais de fait, je vois bien que mes collègues qui s'intéressent à cette question-là considèrent qu'effectivement, l'enjeu de la compréhension de la partie vivante du sol a été relativement négligé et un enjeu considérable, à la fois sur les questions de gestion de la fertilité, sur les questions d'émissions de gaz à effet de serre, et que donc c'est probablement un des domaines de la recherche qui mérite d'être complètement investigué. En fait, c'est pas uniquement dans les sols, c'est aussi dans nos intestins qu'on est en train de découvrir ce monde invisible du micro-organisme qui, en fait, a un rôle considérable sur les enjeux de durabilité, mais qu'on connaît encore très mal. Et je pense que dans 10 ans, ce que je vous le raconterai sans doute totalement différemment parce qu'on aura aussi découvert cet nouvel élément-là de la complexité des systèmes de production agricole et des systèmes alimentaires. Une dernière question alors à notre invité. Bonjour, Sofiane Nago, Association pour la recherche sur le diabète. Donc vous avez parlé notamment tout ce qui a trait au bio, donc dans toute l'information des médias notamment, on parle beaucoup du bio. La seule chose que je ne comprends pas, c'est pourquoi on ne parle pas davantage de cette alimentation des légumineux. Parce que pour moi, des légumineuses. Ou des légumineuses, pardon, excusez-moi. Et je pense que dans beaucoup de pays, comme je vous l'ai dit, il y a eu un ensemble de produits qui n'ont pas été très désirés quand augmente le pouvoir d'achat. On le voit pratiquement partout, ce qu'on appelle chez les économistes une élasticité revenu, c'est-à-dire vous mesurez l'évolution de la consommation en fonction de l'évolution du revenu. Et dans presque tous les pays du monde, effectivement, les légumineuses ont une élasticité très faible, voire négative, c'est-à-dire que quand le revenu augmente, vous réduisez votre consommation de produits de
de produits comme les légumineuses, et vous augmentez la consommation de produits animaux. Donc oui, les légumineuses ont pas, c'est pour ça que le titre est assez révélateur, la fin des haricots, c'est bien la question. Est-ce que c'est la fin des légumineuses? Et puis, on a un certain nombre de gens qui considèrent aujourd'hui que ce n'est pas uniquement parce que vous aviez une faible préférence pour les légumineuses. C'est aussi parce qu'on a été dans un environnement qui ne les a pas favorisées. Et je pense que c'est important de comprendre qu'aujourd'hui, la question des comportements alimentaires et la représentation qu'on a des déterminants des comportements alimentaires est en train de complètement basculer. On part d'une idée dans laquelle les comportements alimentaires étaient essentiellement liés à ce que vous aviez dans la tête, ce que vous aviez dans vos poches en termes d'argent, c'est-à-dire des caractéristiques individuelles, votre préférence. Et on a négligé le fait que les comportements alimentaires sont aussi déterminés par votre environnement. Et qu'on est en train de passer d'une vision qu'on avait qui était il existe une demande alimentaire à laquelle l'offre essaye de répondre. Aujourd'hui, on est en train de passer une vision où on dit en fait, la demande alimentaire, elle est aussi façonnée et construite par l'offre. Et donc, si on doit essayer de changer les choses, ce n'est pas uniquement en essayant de sensibiliser les gens, en essayant de comprendre ce qui se passe dans leur tête, mais c'est en changeant leur environnement. C'est un basculement considérable en termes de politique. Ça veut dire que le problème n'est plus de faire de l'éducation nutritionnelle, en tout cas, plus seulement de faire cela, ou plus de faire surtout cela, ce qui a été le cas depuis les 50 dernières années, et de commencer à s'interroger sur comment je façonne un environnement qui va être favorable à des évolutions de consommation. Et pour les légumineuses, il me semble qu'il faut le réfléchir aussi de cette façon-là. Il y a effectivement un problème de faible préférence, mais il y a aussi un problème d'environnement. Comme je vous l'ai dit aux États-Unis, on a encouragé la consommation de viande. Ce n'était pas que naturel. On a fait de la publicité, on a fait de la promotion pour faire consommer aux gens de la viande. À une époque où ce n'était pas forcément aussi... L'augmentation n'aurait pas été aussi forte si on n'avait pas fait ça. Donc voilà, il me semble qu'il faut vraiment commencer à sentir ce basculement des déterminants de notre comportement. Merci beaucoup, Nicolas Bricard. Merci. Eh bien, justement...